On recommence. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette deuxième partie de la présentation de La société ingouvernable de Grégoire Chamaillou. Juste 2-3 informations en préambule. Le 29 mars, on va faire donc Libre d'obéir de Johann Chapoutot, donc le management du nazisme aujourd'hui. Et en principe, le 26 avril, on va faire un débat sur le logement. On va prendre comme base l'idée de la caisse des loyers. En principe, Christelle viendra pour nous présenter son expérience professionnelle de la question. Et on va débattre tout simplement. Ce sera un format plus débat. Car je le rappelle, on peut tout présenter. Je rappelle à certaines personnes autour de cette table que une présentation sur One Piece est toujours la bienvenue. Moi, je suis prêt à vous aider à croiser ça avec la TAS, la zone autonome temporaire. Il y aurait des trucs à dire politiquement sur la piraterie et l'anarchisme, voilà, des choses comme ça. Bon, on y reviendra une autre fois. Souvenez-vous, on s'était arrêté à la fin de la 4e partie de l'ouvrage. Il y a 6 parties en tout, donc aujourd'hui on va faire les parties 5 et 6. Juste 2 choses que je voulais vous dire avant de reprendre la présentation. Vous le savez, je l'ai dit la dernière fois, mais on a survolé certaines parties assez grandement. C'est un livre qui est très riche, donc il y a certaines choses que je n'ai pas dites, beaucoup, il faut dire, pour tenir en 1 heure. Et je voulais revenir sur 2 points qui sont bien présents dans le livre et sur lesquels je n'ai pas trop insisté. Le premier point qui est important, c'est qu'on retrouve différents groupes de personnes dans le livre, dans le développement du livre, disons. Et ces différents groupes de personnes, alors il y en a 2 qui vont être particulièrement importants pour les 2 dernières parties, parce qu'on trouve des marxistes, on trouve des anarchistes, on trouve des keynésiens, voilà, on trouve différentes tendances. Et en l'occurrence, il y a 2 groupes qui reviennent très souvent, ce sont ceux que Chamaillou appelle les néolibéraux, qui sont en fait les économistes néoclassiques. Souvent, on considère que le néolibéralisme est en fait une création des économistes néoclassiques. En fait, c'est très débattu, et Chamaillou lui-même, en fait, dans le livre, il défend que le néolibéralisme est conçu par des différentes tendances, différentes forces au sein de la société, au sein des dominants dans les années 70, et pas seulement les économistes néoclassiques. Mais dans le livre, il les appelle les néolibéraux. Et donc ces gens-là, alors évidemment c'est Milton Friedman de l'école de Chicago, les Chicago Boys, les gens qui iront au Chili en 73 avec Pinochet. C'est aussi Friedrich von Hayek, donc cet économiste autrichien dont j'ai parlé un tout petit peu la fois précédente. Mais en fait, il y a toute une constellation d'économistes autour d'eux qui interviennent régulièrement. Il y en a un qui s'appelle Jensen, par exemple, qui participe à la création de la théorie du Nexus, dont j'ai parlé la dernière fois, qui intervient régulièrement, qui a été prix Nobel d'économie. Il y a encore d'autres personnes dont on va parler, notamment dans les parties 5 et 6. Donc voilà, je voulais vous dire qu'il y avait ce groupe-là en particulier qui revient souvent et qui va revenir là, dans cette fin de livre. Et il y a un deuxième groupe qui revenait aussi très souvent et que Chamaillou appelle en fait les néoconservateurs. Donc, les néoconservateurs, c'est une tendance politique de droite qui est proche de Ronald Reagan, qui est proche aussi de Margaret Thatcher. Ce sont des gens qui sont plutôt de culture politique, plutôt de culture conservatrice, et qui vont proposer des politiques violentes. Et alors, pour le rappel, en fait, dans la 4e partie, toutes les méthodes de contractivisme, de guerre faites aux activistes, etc., d'intégration des stratégies, de la logique stratégique dans l'entreprise elle-même, c'est poussé par les néoconservateurs. Et donc, eux aussi, on va les retrouver beaucoup plus dans ces parties 5 et 6. Ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais insister. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est 2 arguments en fait qui ont été proposés, parce que j'ai pas beaucoup exposé les contre-arguments des néolibéraux contre les tendances, les propositions économiques alternatives, notamment dans les parties 2 et 3. Je voulais revenir sur 2 moments en particulier. Souvenez-vous, dans la deuxième partie, il est question à un moment donné du managérialisme éthique. C'est un moment où on dit qu'on va faire
de l'éthique des affaires. Voilà, les managers en fait s'émancipent des actionnaires, ils commencent à avoir leur propre pouvoir, et en fait si on leur donne des conseils éthiques, ces gens-là vont faire du business correctement et ça se passera très bien. Les néolibéraux en fait, en la personne de Milton Friedman, vont répondre et vont dire qu'il ne faut surtout pas faire ça, mais je n'avais pas exposé l'argument précis de Friedman, qui est très intéressant et qui va vous remettre un petit peu dans le bain très vite, et préparer ce fil rouge qui va continuer de se tendre dans les deux parties suivantes. En fait, Friedman reproche au managérialisme d'apporter une pensée politique en fait, de l'organisation de l'entreprise. Et donc en particulier, Friedman, son argument c'est de dire il ne faut surtout pas réfléchir en termes de gouvernement privé, parce qu'à terme, les gens vont finir par vous demander pourquoi ce gouvernement n'est pas démocratique. Autrement dit, l'argument de Friedman, c'est de dire surtout n'interrogez jamais l'entreprise politiquement, sinon, tôt ou tard, les gens vont vous prendre au sérieux, et donc ils vont faire de la politique démocratique. Ça, c'est la première chose. Ce qui veut donc dire que dans la tête de Friedman, il est très clair qu'une entreprise, ça ne doit certainement pas être démocratique. Et alors, Friedman va revenir dans la troisième partie pour répondre à la RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Alors ça, c'est vraiment un moment que j'ai survolé. Je vous l'avais présenté comme étant un moment où les dominants se disent il faut utiliser la stratégie du guépard, c'est-à-dire qu'on est contesté par des activistes. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout changer pour que rien ne change, autrement dit, faire semblant de tenir compte des critiques pour organiser nous-mêmes le changement et ainsi conserver, disons, ce qui est dans notre intérêt. Et là, Friedman aussi va intervenir avec un argument qui est très intéressant. Si vous voulez, la RSE, souvent, nous, on la critique sous l'angle de l'hypocrisie. En disant, c'est du greenwashing, c'est du fairwashing, c'est du pinkwashing, c'est-à-dire, en gros, vous prétendez tenir compte de tous les intérêts de la société, mais en fait, vous ne tenez compte que des profits des actionnaires, et c'est tout. Et alors, Friedman, lui, il intervient à peu près sur le même point, mais pour dire exactement l'inverse. Lui dira, mais c'est très bien que ce soit hypocrite, c'est pas un problème, l'hypocrisie en soi n'est pas un problème, si justement ça permet aux entreprises de maintenir leur taux de profit malgré les critiques, c'est très bien que les gens soient hypocrites, néanmoins, il ne faut pas parler en termes de business éthique, et il ne faut pas faire de la responsabilité sociale et environnementale, parce que à force de dire aux gens qu'une entreprise sert à tous les intérêts et pas seulement au profit, vous allez finir par convaincre des gens au sein même de l'entreprise. Vous allez finir par avoir des gens qui vont vraiment croire qu'on peut faire une entreprise qui ne recherche pas nécessairement le profit. Autrement dit, vous voyez bien un petit peu ce fil rouge qui commence à se tendre. Surtout, n'interrogez pas l'entreprise d'un point de vue politique. Surtout, n'essayez pas de faire du business éthique, parce qu'on va finir par perdre de vue que la seule chose qui compte, c'est le profit. Voilà un petit peu pour remettre dans l'ambiance. Et donc, nous arrivons dans cette cinquième partie qui s'intitule sobrement « Nouvelle régulation », dont la thématique va être justement comment les dominants vont faire en sorte qu'on ne puisse pas réguler les entreprises. Concrètement, les dominants se trouvent confrontés dès la fin des années 60 à des tentatives d'instaurer des régulations nationales et internationales pour limiter le pouvoir des multinationales. Donc ils répliquent, d'abord en promulguant des codes de conduite, des lois douces, non contraignantes, pour justifier l'absence de nécessité de réguler, voire à terme de déréguler. Ne régulez pas, nous sommes éthiques, nous faisons ce qu'il faut. Puis ils imposent aux velléités régulatrices de fournir des preuves de balance comptable dans un rapport coût-bénéfice. Prouvez-nous que ce qu'apporterait la régulation a plus de valeur que ce que fait déjà l'entreprise. Et ce rapport coût-bénéfice servira à terme à dépolitiser les engagements écologistes, lesquels vont lentement remplacer un discours régulateur et contraignant par un discours de responsabilisation, trier vos déchets, penser à la planète, être pipi sous la douche, voilà, cet univers-là. Alors, le premier chapitre s'intitule Soft Law. Pardon, ce qui est encore une fois une manière d'individualiser en fait les responsabilités. Exactement, il va le dire noir sur blanc. Il va dire exactement ce que tu as dit noir sur blanc. Donc on va effectivement dans cette direction-là. Donc le chapitre 18 s'intitule Soft Law. Alors, on rappelle, on est dans un contexte, les années 70, les multinationales
commence à être tellement visible que tout le monde s'interroge dessus, les universitaires, les journalistes, les militants, les hommes politiques. Et on commence à remarquer en particulier leur rivalité avec les États-nations. On commence à acter le fait que le cadre territorial du pouvoir d'État est un peu outrepassé ou dépassé par ce pouvoir économique privé qui a une jambe dans un pays, une autre dans un autre, et on a un petit peu de mal à savoir justement où sont leurs limites, à quelles lois ils sont censés répondre. Donc ça pose la question des limites des législations nationales, ce qui mécaniquement entraîne la question de la régulation internationale des multinationales. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur créer un cadre justement qui dépasse le cadre étatique pour s'assurer justement qu'elles n'outrepassent pas certains droits? Alors il y a une première offensive qui va dans cette direction et qui vient de nos camarades des organisations syndicales. En 1960, il y a un syndicat qui se crée qui s'intitule la Confédération internationale des syndicats libres, le CISL. Et eux dénoncent les pratiques des multinationales, d'une part parce qu'elles détériorent les droits des travailleurs, d'autre part parce qu'elles exploitent un différentiel international des coûts du travail pour augmenter leurs profits. Et par conséquent, ils réclament un nouveau droit international qui encadrerait leurs pratiques. Alors c'est un mouvement qui va suivre son cours, et donc 12 ans plus tard, en 1972, la CISL appelle à l'élaboration d'un traité international sous les auspices de l'ONU. Vraiment, on est en mode, on va mettre tout le monde autour de la table et on va créer un droit spécial pour les multinationales. Ils sont comment dire, motivés. Et alors, la vocation du traité, elle ne s'arrête pas au droit des travailleurs, c'est-à-dire qu'il est question qu'on régule le droit des travailleurs, certes, mais aussi la taxation du capital, mais aussi le contrôle de l'investissement par les États hôtes, mais aussi les transferts de technologie et la contribution au développement des pays du tiers-monde. Donc on est un petit peu en train de vouloir miner ou s'attaquer, disons, à des sujets qui sont vraiment d'actualité, y compris aujourd'hui. Et alors du coup, le Conseil économique et social de l'ONU va rassembler un groupe d'experts et on va discuter un petit peu de tout ça. Alors je vous la fais courte, mais concrètement, les experts de l'ONU vont finir par se dire qu'il faudrait une stratégie en plusieurs moments, une formule progressive, c'est-à-dire qu'à terme, il faudrait qu'on crée un accord général qui aurait la force d'un traité international, donc qui serait contraignant. Mais pour le moment, on trouve ça un peu prématuré, et donc en attendant, on se propose de créer un code de conduite. Donc un code de conduite, c'est une solution très faible, mais ça suffit à inquiéter le milieu d'affaires qui disent « Oh là là, mais on commence à nous dire comment il faut faire des affaires, ça va pas être possible, tout ça ». Et alors cette première offensive, elle va être renforcée par une deuxième offensive qui, elle, est à l'initiative des pays non alignés de l'ONU. Pour rappel, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les pays non alignés à cette époque-là, dans les années 70, ce sont les pays qui ne sont ni avec le bloc soviétique, ni avec le bloc américain. Et ça concerne en fait le tiers-monde, puisque la notion de tiers-monde, elle vient au départ de ça, de cette notion d'États qui sont tiers, au sens où ils n'appartiennent pas aux deux blocs. Voilà. Et donc, parmi ces... Enfin, l'agenda de ces pays non alignés, c'est un agenda globalement anti-impérialiste. Et donc, ils vont se mobiliser pour gagner plus de droits, parce qu'ils viennent de se mobiliser de toute façon pour conquérir leur indépendance. Les guerres de décolonisation ne sont pas si loin, et pour certaines, elles ne sont pas terminées. Donc, en mai 1974, on est vraiment 2 ans après l'appel à l'ONU par le CISL, c'est le président algérien Boumedienne qui prend l'initiative de faire adopter en Assemblée Générale un programme d'action pour l'établissement d'un nouvel ordre économique international. Et ça va aller assez vite parce que 6 mois plus tard, donc en novembre 1974, il publie un texte qui s'intitule « La Charte des droits et devoirs économiques des États ». Et alors cette charte, elle est magnifique parce qu'elle réaffirmait la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, leur droit inaliénable à exercer leur autorité sur l'investissement étranger, y compris le droit contre compensation de nationaliser, d'exproprier ou de transférer la propriété des possessions étrangères. Vous imaginez un petit peu, les patrons qui ont lu ça étaient un petit peu sur les dents. Évidemment, donc cette dernière phrase était tout particulièrement inadmissible pour les milieux d'affaires. Du coup, il va y avoir une réaction des dominants qui va
c'est réalisé en plusieurs étapes. Donc la première réaction immédiate, hein, c'est-à-dire 2 mois après la publication de ce texte, c'est oh, c'est une déclaration de guerre, branle-bas de combat, il faut se défendre, etc. Alors il y a des textes magnifiques parce que c'est vraiment des textes où ils disent vraiment le fond de leur pensée. Donc il y a des textes où ils disent, vous vous rendez compte, on nous accuse de délocaliser la production, d'exploiter les pays en voie de développement, d'accaparer leurs ressources, de pratiquer l'évasion fiscale, d'éroder la souveraineté des États-nations. Et leur réaction, c'est de dire, il faut sauver les droits des multinationales. Donc du coup, il faut sauver le droit de délocaliser la production, d'exploiter les pays, d'accaparer les ressources. Voilà, donc vous voyez un petit peu comment dire, la pensée profonde qui, d'un coup, se révèle dans certains textes. C'est assez rigolo. Alors il y a des textes, je ne vous les ai pas tous remis, mais il y a des textes de néolibéraux qui sont particulièrement caricaturaux, qui sont à peu près du niveau de ce qu'on entend aujourd'hui quotidiennement, hein, c'est-à-dire que, vous comprenez, on va s'attaquer aux droits de propriété, donc on s'attaque aux droits de l'homme, donc c'est de la dictature, donc vous comprenez, ces gens-là, ce sont des gens pas fréquentables, les gens qui veulent créer ce fameux droit international. Donc on est dans cette ambiance-là. Je vais faire un petit pas de géant, pas de petit géant. Et on va voir un peu le deuxième moment de la réaction des dominants. Ce deuxième moment, c'est un moment où ils arrêtent de pousser des cris d'orfraie et de se dire qu'il faudrait simplement empêcher la création de ce code, et ils commencent à se dire qu'en fait, il serait plus malin d'inverser l'interprétation de ce code. Et donc ils vont discuter du sens, du statut et de la portée du code de conduite. Avec évidemment en tête de gondole la question de savoir si le code doit être obligatoire et contraignant, ou s'il doit être facultatif et volontaire. Et donc on va créer un concept, une notion nouvelle, qui est celle de soft law. Donc une loi douce, une loi molle, une loi souple. Certains emploieront le terme de droit à l'état gazeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça peut vouloir dire différentes choses. Il y a une première interprétation du soft law qui vient en fait de la stratégie des États non alignés, où on voit ça comme un droit programme. C'est une révision du droit par voie coutumière. C'est-à-dire que ce code de conduite aurait un peu la forme d'une coutume, mais une coutume créée comme ça ex nihilo, et qui servirait de référence normative ensuite pour inspirer des lois dures qui, elles, justement, viendraient asseoir le droit beaucoup plus frontalement. Une sorte de coutume révolutionnelle, si vous voulez. Donc c'est cette stratégie des États non alignés. Et pourquoi ont-ils cette stratégie? Simplement parce qu'en face d'eux, il y a les pays riches, et ils se disent que si on donne au code un statut volontaire, doux, on pourra peut-être y intégrer des concessions politiques et économiques plus substantielles. Donc c'est ce que veut dire pour eux soft law. Soft law, c'est, on vous le dit doucement, mais à terme, il faut que ça devienne plus dur, quoi, plus violent. Il faut que ça détermine une bonne fois pour toutes un droit international contraignant pour les multinationales. Donc ça, c'est la première interprétation du soft law. Première interprétation du soft law, donc ça va plutôt dans le sens des États non alignés. Vous m'entendez toujours si je baisse un peu? Ouais. Très bien. On va peut-être mettre le micro plus près. Bon. Et alors, il y a une deuxième interprétation du soft law qui, elle, correspond plus à la réponse des États riches, qui sont justement inspirés des pratiques des entreprises, mais ça, on y reviendra après. En fait, ils disent que le danger d'accepter le droit mou, c'est de le voir durcir à la longue. Et en même temps, ils se disent que il suffit tout simplement de créer un droit mou en premier, qui soit plus conforme en fait à leurs intérêts. Donc leur stratégie, ça va être d'essayer d'être les premiers à établir une référence normative, c'est-à-dire donc de lancer une espèce de course à la codification, comme il y avait une course à l'armement à l'époque, et donc une ruée vers des formulations rivales. Et le deuxième aspect de cette stratégie, c'est de se dire que pour gagner du temps, il faut le faire dans une institution où il n'y a pas tout le monde. Parce qu'à l'ONU, il y a tout le monde, donc il y a les États riches qui ont plus de pouvoir, mais les États pauvres sont plus nombreux. Donc du coup, il faut lutter, etc. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs pour le code du CISL, hein. Il est en train de lutter dans des négociations interminables. Donc les pays riches se disent, bah, c'est pas grave, on va créer notre code par l'OCDE. Parce que dans l'OCDE, on est entre pays riches, donc personne ne va venir discuter de nos intérêts. Et par ailleurs, à l'ONU, les pays riches sont minoritaires en nombre de votes.
même s'ils ont des moyens pour faire pression, etc. Donc ils votent ça dans l'OCDE, dans un total entre-soi. Et l'OCDE va aller très très vite, puisque, je vous rappelle un petit peu la chronologie, 72, donc l'initiative syndicale, 74, les pays non alignés s'y rattachent, 75, le patronat lance des cris d'orfraie. Juin 1976, l'OCDE publie des principes directeurs pour les entreprises multinationales. Donc ce sort code 6 mois avant le début des travaux à l'ONU sur son propre code, des travaux qui sont ralentis par des négociations sans fin et qui ne verra jamais le jour. En fait. Et la stratégie de l'OCDE, c'était en fait, elle était déjà mise en place par certains acteurs privés, c'était une stratégie de guidage contre régulation. De dire non, régulez pas, on suit les codes qui vont guider nos pratiques et qui vont faire que on va être gentil, on va être sage, on va pas faire de mal, vous allez voir, tout va bien se passer. Donc c'est une inversion totale de la signification de la fonction politique du soft law. C'était censé être une arme des pays du Sud, et ça va devenir un bouclier des pays du Nord. C'est-à-dire que les entreprises vont se servir du soft law pour protéger les intérêts de la compagnie, et notamment sa réputation. Et ça va propager une idée qui est toujours très constamment propagée aujourd'hui encore, qui est qu'en matière économique, à l'échelle internationale, il ne peut y avoir qu'un régime de droit spécial. On ne peut pas faire un régime dur, de législation dure, contraignante. On est obligé de faire du soft law. Alors là, Chavaillou va souligner que c'est quand même un double standard, parce que certes, en ce qui concerne les lois environnementales ou sociales, on va faire du soft law. Par contre, quand il s'agit de garantir les investissements et les droits de propriété des multinationales, là, on va employer des régimes normatifs durs ou rigides. Donc soft law pour les droits sociaux et environnementaux, hard law pour le droit de propriété. Et ça se voit dans le fait que le même jour de juin 1976, où le code de conduite de l'OCDE a été publié, des accords contraignants ont été signés avec les États membres pour garantir le principe d'égalité de traitement entre les entreprises nationales et étrangères. Autrement dit, donc, faire exactement le contraire de ce que prenait la charte des pays non alignés de 1974. Et alors, Chamaillou va encore plus loin et dit, certes, ça fait qu'il faut voir en fait la gouvernance néolibérale comme un mixte de régulation disciplinaire et d'autorégulation d'entreprise, mais il faut aussi voir que dans cette espèce d'autorégulation, de soft law si vous voulez, on n'a pas exactement de l'absence totale de loi, on a plutôt quelque chose comme une autorisation à l'entreprise de faire sa propre loi. Et alors, j'ai une petite citation pour vous qui est à la page 164, qui dit « Il ne faut pas non plus se laisser abuser par les connotations de vocabulaire, la souplesse de la norme, son apparente douceur signifie qu'en pratique va régner, en l'absence de protection juridique conséquente, l'arbitraire du pouvoir privé, des rapports vraiment très durs. Une moindre contrainte juridique pour les uns se traduit par une forte coercition pour les autres. Ainsi, faut-il toujours se demander pour qui le soft law est-il doux? Un droit du travail soft, c'est de l'exploitation hardcore. Un droit environnemental allégé, c'est une pollution aggravée, et ainsi de suite. Plutôt que de parler de soft law, on ferait sans doute mieux de parler de low law, c'est-à-dire de droit au rabais. Ce que le politiste James Rowe exprime de façon plus frontale, l'envers disciplinaire des mécanismes volontaires, ce sont les matraques, les balles en caoutchouc et le gaz lacrymogène, le consentement que le business ne peut obtenir par des mécanismes volontaires va devoir être assuré par une régulation publique d'un genre ouvertement violent. En bref, la matraque est le télos du code de conduite. Le télos en grec, c'est le sol, c'est la pierre de touche, c'est l'assise, c'est le socle. Voilà, donc non seulement on établit des régulations qui n'en sont pas vraiment pour les entreprises, en plus de ça, on crée des régulations qui, elles, sont très contraignantes pour asseoir leurs droits, et ça va passer notamment par l'usage de la violence à terme. Et alors, en plus de cette deuxième interprétation du soft law, qui va plutôt dans le sens des pays riches et des multinationales, il y a une troisième interprétation qui va consister à la comprendre comme une justification de la dérégulation.
le soft law devient une manière de justifier par les gouvernements néolibéraux des politiques de dérégulation sur les règles qui ont déjà été mises en place. Alors, en guise d'illustration, Chamaillou cite un discours de David Cameron, dont je vous rappelle c'était le Premier ministre britannique, discours donc de 2006 face au patronat britannique, qui se résume à un simple slogan, c'est « dérégulation contre responsabilité ». En clair, plus les compagnies adoptent volontairement des pratiques responsables, plus l'appel à un allègement du contrôle et de la régulation devient crédible. Voilà pour le soft law. On va entrer de plus en plus dans le sale. Je vous préviens, la fin du livre est vraiment très très sale. Le chapitre 19. Alors, le chapitre 19 s'intitule « Coût-bénéfice ». Et il va aussi être assez violent. Alors, il commence aussi par une autre mise en contexte, qui là est moins internationale, qui est vraiment plus centrée sur le sol états-unien. En fait, de 1965 à 1975, aux États-Unis, il y a 25 législations fédérales de protection des travailleurs, de l'environnement et des consommateurs qui vont être adoptées. En plus de ça, il y a 2 agences sanitaires et environnementales qui vont être créées, des agences qui deviennent ensuite des bêtes noires du patronat. Donc c'est vécu comme une attaque massive par le patronat américain qui va réagir collectivement. Donc la première chose qu'ils vont faire, c'est se rassembler. Donc ils vont recréer des institutions qui avaient été délaissées, par exemple la Chambre de commerce, laissée à l'abandon. Ils vont créer la Business Roundtable en 1972. Ils vont créer des comités d'action politique pour financer des campagnes électorales en s'inspirant justement de stratégies syndicales. Et ils vont se rassembler donc, pour attaquer les lois, donc, les régulations nationales et particulièrement environnementales. Sauf que tout de suite, il y a un problème qui se pose. Comment est-ce qu'on va justifier ces attaques? Parce que vous ne pouvez pas arriver de but en blanc et dire bon, vous savez quoi, il y a des lois qui vous protègent et nous on pense qu'il faut les retirer, ce sera mieux. Ça va être difficile, politiquement ça ne marche pas très bien. Donc il y a toute une littérature qui se développe. L'un des premiers à publier des manifestes anti-écologistes, c'est un monsieur qui s'appelle Thomas Shepard, en 1971. Alors on est dans une gamme de discours qui est à peu près de l'ordre de ce qu'on entend sur CNews aujourd'hui, c'est-à-dire qui dénonce un lobby du désastre. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, les gens qui veulent des régulations, ils passent leur temps à vous promettre la fin du monde, alors qu'en fait c'est pas vrai. On a des discours du style la protection de la libre entreprise, c'est en fait la protection de la liberté de consommer. On fait valoir le consommateur libre contre un Big Brother de Washington. Bon, on est dans le discours facho conspi, magnifique. Puis on va même nous dire que les inspections sanitaires sont des atteintes aux libertés fondamentales des patrons et une atteinte aux droits de l'homme. N'est-ce pas? Ils sont magnifiques. Donc là, vous reconnaissez un petit peu la ligne, on est chez les néoconservateurs. Mais il y a une autre ligne chez les néolibéraux, et donc notamment chez ce monsieur qui s'appelle Murray Weidenbaum, qui est le futur président du Conseil économique de l'administration Reagan. Alors lui, il essaie d'être un peu plus doux, d'être un peu moins frontal, donc il dit non, mais en fait, il ne faudrait pas dire Big Brother. C'est pas le Big Brother de Washington, il faudrait dire le Big Mother. Parce que c'est une tyrannie, d'accord, mais c'est une tyrannie qui est bienveillante, vous comprenez, parce que oui, on va prendre soin de vous, mais c'est quand même un peu tyrannique, quoi. Bon, il essaie d'atténuer le machin, mais ça marche pas encore très bien. Donc voilà, on est vraiment... Et puis il va aussi dire que c'est une seconde révolution managériale, rapport au fait que la première révolution managériale, souvenez-vous, c'était le managérialisme, le moment où on disait « Ah là là, les actionnaires vont être dépossédés du pouvoir sur les entreprises, etc. » Ça, c'était la première révolution managériale. Donc lui dit « C'est une seconde révolution managériale, c'est-à-dire que cette fois-ci, on passe plus seulement des propriétaires aux managers, on va passer des managers privés aux managers publics. » Voilà à peu près comment il présente la chose. Alors c'est pareil, Jensen, le théoricien de la théorie du Nexus, dit l'État nous échappe, il est contrôlé par l'ennemi, il y a une peur générale de perdre le pouvoir dans les entreprises. Et aussi une dimension économique dans ces régulations, c'est-à-dire que comme on leur fait payer des taxes pour leur pollution, etc., ils voient ça comme une forme de redistribution sociale. Et surtout de réinternalisation de coûts qui auparavant étaient externalisés. C'est-à-dire que d'habitude on polluait et puis on ne se posait pas la question de ce qui va se passer derrière. Alors, ça donne qu'au milieu des années 70,
le discours va commencer à changer un petit peu de forme. Et c'est toujours sous l'égide de ce monsieur, là, Murray Weidenbaum, qui lui va commencer à dénoncer les coûts excessifs de la régulation gouvernementale. Alors il va commencer par dire, vous vous rendez compte, dans une voiture, s'il faut ajouter une ceinture de sécurité, s'il faut commencer à mettre un airbag, voilà, s'il faut commencer à mettre des protections, et bien, ça va faire augmenter le coût de la voiture. Alors il fait le calcul, il dit, bon là, en moyenne, $320 de plus pour une voiture neuve, ça va plomber la croissance, ça va plomber la productivité. L'argument est magnifique, hein. Est-il bien raisonnable de se soucier de santé et d'environnement alors que nos produits et vos emplois, nos profits et vos emplois sont sur la sellette. Voilà. Il commence à essayer de faire peur sur le plan économique. Alors, pendant ce temps-là, les ultra-conservateurs sont toujours en mode non, il faut faire disparaître les régulations tout simplement. Bon, les discours qu'on entend chez Trump aujourd'hui, ça existait déjà à cette époque-là, dans le même camp politique en fait. Mais Weidenbaum, lui, en tant que néolibéral, il propose une tactique oblique. Il dit en fait, il n'y a pas besoin de révoquer en bloc, les régulations. Il suffit d'enrayer en pratique, les empêcher de se mettre en application. Et donc pour faire ça, il va faire jouer cette opposition entre la régulation et la surrégulation. On fait un appel à la mesure, il faut limiter la surrégulation. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire, surréguler? Où est le seuil? À partir de quel moment on peut dire qu'on va trop loin? Et là, il propose une définition qui est celle du coût. Il faut que le coût de la régulation pour la société ne soit pas supérieur au bénéfice pour la société. La société est prise comme l'ensemble des humains qui vivent sur un territoire. Autrement dit, vous surrégulez si le coût pour la société, sous-entendu l'entreprise, est supérieur que le bénéfice pour la société, sous-entendu la société. Voilà à peu près la structure. Donc il va poser cette analyse, coût-bénéfice, comme critère de décision pour tout projet de régulation. D'abord, on s'en sert pour limiter le droit à réguler, et puis vous allez voir, après ça va prendre un petit peu ça va prendre une forme un peu différente. Alors, d'abord, à ce stade-là, Chamaillou, pour nous permettre de bien mesurer en fait, la différence, qu'est-ce que ça change en fait, cette analyse coût-bénéfice, il propose un cas de figure hypothétique et il va comparer 3 solutions qu'on pourrait employer pour y répondre. Alors, le cas de figure, en l'occurrence, c'est une usine qui rejette des gaz toxiques qui crée des maladies respiratoires dans le voisinage. D'accord ? Alors, première solution, on dit que la santé est un droit fondamental, donc on fait valoir le principe de protection, et on va dire que l'industriel doit s'équiper du meilleur filtre possible pour limiter cette pollution. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est un cas où on va dire, ouais, mais on va pondérer le principe de protection avec un principe de faisabilité technique et économique. Donc on va dire que oui, d'accord, l'industriel doit s'équiper, mais du filtre le plus efficace dans la limite de ses capacités. Parce que vous comprenez, le pauvre industriel, il pollue, mais il n'y a peut-être pas les moyens d'arrêter de polluer. Et puis, il y a le troisième cas de figure qui est en fait le calcul coût-bénéfice. Et là, le calcul coût-bénéfice, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'on compare le coût de l'installation d'équipement, sans même le rapporter au chiffre d'affaires de l'entreprise, avec le coût des soins délivrés. Si le coût des soins est inférieur, ben on ne fait rien. Tout simplement. C'est-à-dire que si en soi, en vous payant de la ventoline en allant chez le médecin, ça coûte moins cher qu'un filtre d'1 million de dollars, tant pis, vous irez chez le médecin. Vous voyez bien toute la différence, c'est qu'on a fait disparaître la régulation, l'application de la régulation d'emblée par un simple calcul des coûts. Alors, évidemment, petite remarque, j'allais dire, goguenarde de Chamaillou, il dit en fait finalement c'est l'inversion du vieil adage, hein, mieux vaut guérir que prévenir. À peu près ça l'idée. Hein. Alors il y a un intérêt tactique multiple du principe de calcul coût-bénéfice. Hein. Évidemment,
d'un côté, il est difficile d'estimer monétairement les bénéfices, c'est-à-dire combien ça coûte la santé. Comment je fais pour vous donner un chiffre sur ce que j'ai économisé effectivement en termes de santé. Bon. Et puis par ailleurs, il est difficile d'évaluer les effets d'une mesure anti-pollution. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que le filtre il va effectivement réduire l'exposition à la pollution et améliorer la santé. C'est aussi très difficile à modéliser. Modéliser les effets probables. Donc évidemment, pourquoi Weidenbaum attaque là-dessus? Parce que l'enjeu, c'est de modifier le standard de la preuve. C'est-à-dire qu'on va changer la dimension épistémologique et judiciaire de la preuve. Il ne faudra plus faire les mêmes choses pour dire « Ah mais vous avez pollué là, il faut faire quelque chose pour réparer ». Et donc on a remplacé le principe de précaution par une charge de la preuve à fournir du côté de la régulation environnementale. Ça va commencer à se mettre en place par le biais des tribunaux dès 1978. Il y a l'OSHA, qui est un des deux organismes dont je parlais tout à l'heure, qui est une des bêtes noires du patronat américain. L'OSHA va perdre un procès en Louisiane, un procès qui lui a été intenté parce qu'elle a imposé à un industriel de réduire l'exposition des ouvriers au benzène. L'OSHA a démontré que le benzène était cancérigène. Autrement dit, ils ont fait une étude pour montrer qu'il y a une corrélation. Si plus vous êtes au contact du benzène, plus vous avez des chances de développer un cancer. Bon, ils ont démontré ça. Mais, même s'ils ont montré qu'en termes de santé, c'est mieux pour un ouvrier de ne pas être au contact du benzène, ils n'ont pas chiffré le bénéfice. Et donc, le tribunal de Louisiane va dire « Ah mais, on est obligé de lever votre interdiction parce que aucune étude ne chiffre le bénéfice. Faites une étude qui chiffre le bénéfice, et là, vous pourrez interdire effectivement l'utilisation du benzène pour l'entreprise, à condition évidemment que le chiffre prouve que le coût est plus élevé. » Alors là, j'ai une citation qui est atroce, c'est le plus dire. Attends. Oui. Attends, excuse-moi. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire sur le coup, sur la réponse du tribunal? C'est-à-dire que la réponse du tribunal va consister à dire bon, vous avez démontré qu'il y a une corrélation entre l'exposition au produit et la maladie. Donc vous avez démontré que au moins on est exposé au produit, au mieux on va. Voilà, donc en un sens, c'est suffisant. Mais le tribunal dit d'accord, mais vous n'avez pas chiffré le bénéfice. Chiffrer le bénéfice de la santé. Tu n'as pas exprimé monétairement quelle différence ça fait en termes de coût. D'accord, donc sur la personne humaine, parce que c'est ça le truc, c'est sur la personne humaine, combien ça... C'est ça, parce que pour l'entreprise, il y a un coût à changer de modalité de production, donc il faut le contrebalancer par le coût des dégâts. Sur la santé. Alors sur la santé, oui, ou sur tous les coûts, tous les dégâts possibles, si tu veux, dans l'utilisation du benzène. Mais voilà, il faut le chiffrer monétairement. Il faut mettre un prix. D'accord. C'est pour ça que je n'ai pas compris. Si vous n'avez pas mis de prix, vous avez démontré une corrélation médicale, c'est vachement bien, mais la médecine sans le prix, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve suffisante. On a changé la modalité de la preuve. Épistémologique et judiciaire. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer qu'à partir de ce moment-là, l'argent a plus de valeur que la vie humaine? Alors, on va y arriver, t'inquiète pas. On va y arriver. Parce que... Oui, ça pose des questions un peu débiles. Mais oui, c'est pour ça que j'ai cru que je n'avais pas compris. Non, tu as très bien compris, c'est juste que c'est débile, mais tu vas comprendre, c'est encore pire que ce que tu penses. T'es à 43 minutes par contre, Damien. Ouais. Oui, j'ai un peu peur de ça. Mais entre les... Ouais. Vas-y. Entre les fous du bus et... Ouais. Alors, donc, j'avais juste une citation, donc page 172. Je vous la fais rapidement, mais parce qu'elle base bien le truc. Donc, avec ce jugement, le principe coût-bénéfice insinué dans la jurisprudence états-unienne, à l'époque, Weidenbaum saluait cette décision comme un signe prometteur qui, commentait-il avec un enthousiasme non dissimulé, semble poser un nouveau cadre plus exigeant vers lequel le débat public sur la régulation pourrait basculer avec profit. De fait, il a fallu attendre 10 ans avant que le standard promulgué en 1977 soit rétabli. L'expert Peter Infante estime que ce délai a coûté plus de 200 morts par leucémie et myélope parmi les travailleurs concernés.
Ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres du coût humain de ces manœuvres d'obstruction menées au nom de l'analyse coût-bénéfice. Certains économistes ont du sang sur les mains. C'est la même chose que l'amiante en France, par exemple. Ah. C'est effrayant. Terrible. Ma mère était étudiante en médecine quand ils ont mis de l'amiante partout. Et elle avait un prof qui leur avait dit on met de l'amiante partout, on sait que c'est cancérigène, et on va l'enlever dans 20 ans. Voilà. Eh bien, Plus que 20 ans, il y en a encore dans le métro lillois. Oui. et donc pour répondre à ta question de tout à l'heure, donc, la question des bénéfices est encore plus retorse parce qu'effectivement, tu es obligé de calculer, comment calculer monétairement, tu vois, des dommages causés à l'environnement, à la santé ou à la vie. Donc les économistes vont commencer à faire des théories pour essayer de répondre à cette question. Alors c'est un peu le musée des horreurs, hein. Je ne vais pas toutes vous les faire en détail, mais c'est vraiment... C'est à la fois drôle et en même temps c'est terrifiant. Alors c'est drôle pourquoi alors, la première théorie proposée, c'est les revenus futurs actualisés. Donc la valeur de la vie est rapportée aux revenus dont un décès prématuré vous prive. Alors évidemment, si vous dites ça, toutes les vies n'ont pas la même valeur. Alors, je vous fais un petit florilège. Bon, le basique des basiques, c'est que la vie d'un cadre, du coup, vaut plus que la vie d'un ouvrier. C'est simple. La vie d'une femme au foyer n'a pas de valeur, forcément. Hein. Une personne âgée ne vaut presque rien. La vie d'une femme noire de 85 ans est estimée à 123 $. Et alors, l'apothéose, si vous voulez, accrochez-vous, hein, parce que pour celle-là, je peux vous distribuer des sacs à vomi. Le décès d'un enfant lourdement handicapé est considéré comme un bénéfice pour la société. Ouais, tout à fait. Je veux dire, avec C'est aux États-Unis, ça. Ouais. Je veux dire, avec des libéraux comme ça, t'as pas besoin de nazis. Non, mais ce qui explique qu'encore aujourd'hui, faire stériliser une femme handicapée, par le père, par exemple, qui va faire stériliser sa fille parce que sinon il va devoir payer pour les enfants, ça ne pose aucun problème. Ah bah oui, c'est un bénéfice pour la société. C'est un bénéfice pour la société, oui, tout à fait. Ça me va. Donc ça, c'est la première théorie qui, donc, du coup, bizarrement, va être mise de côté. Genre, on va dire, ouais, non, on peut peut-être pas dire ça. Bon, allez, voilà. Alors du coup, ils ont une deuxième théorie hein, qui s'appelle willingness to pay, le consentement à payer. Alors elle va prendre différentes formes. Au départ, ils vont dire, bon ben voilà, en fait, la valeur de la vie, on peut l'évaluer à partir de ce que les gens seraient prêts à donner pour mourir. Et donc ils vont faire des sondages en demandant aux gens, mais vous êtes prêts à combien pour mourir en fait? Je vous donne combien pour avoir le droit de vous tuer? Alors du coup les gens disent 10 000 milliards. Bon évidemment ils donnent des tarifs qui sont sur lesquels personne ne peut s'aligner quoi. Donc, du coup ils se disent ouais non ça marche pas. Alors il y a deux économistes qui disent il faut qu'on soit plus fin. Alors combien seriez-vous prêts à payer pour réduire votre risque de mort prématurée de X%, disons, 0,1%. Et là aussi, même problème, ils se rendent compte que, suivant la position dans la société, les réponses varient. Donc le chef d'entreprise, bizarrement, il demande beaucoup plus d'argent que l'ouvrier pour perdre en qualité de vie. Bon. Il y a déjà la notion que ça vaut plus que celle de l'ouvrier. C'est ça. Voilà. Ça va de plus en plus loin. À la fin, ils en sont au stade où ils disent, écoutez, le coût de la vie, c'est le coût de la prime de risque. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, dans la prime de risque, on est déjà prêt à risquer sa vie. Voilà, c'est le coût de la prime de risque. Bon, en gros, ils n'arrivent pas à répondre à cette question. Je vous passe les remarques rigolotes de Chamaillou. Je l'avais lu d'ailleurs celle-là lors de la discussion la fois précédente. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que, en fait, c'est l'enjeu même de cette stratégie de Weidenbaum. C'est-à-dire la question de la valeur de la vie, elle est aporétique. Aporétique, c'est-à-dire que c'est un problème sans solution. C'est-à-dire que oui, on peut donner un prix à la vie, mais on ne peut pas donner un juste prix à la vie, parce que de toute façon, quand on vous prend la vie, on vous prend tout. Donc vous n'avez pas l'occasion de profiter de cet argent, ça n'a aucun sens de donner de l'argent pour mourir. Mais du coup, c'est ça l'objectif, c'est une tactique de sphinx. Weidenbaum, en fait, il pose des questions aux organismes de régulation auxquelles personne ne peut répondre. Et c'est l'objectif. Comme ils ne peuvent pas répondre, on gagne du temps. Et ce qui le montre très bien, donc, c'est qu'en 1979, Al Gore, qui était tout jeune en commission parlementaire au Congrès américain, donc je ne sais plus s'ils sont députés ou sénateurs, je ne sais plus leur titre exact, donc voilà, un tout jeune Al Gore interroge Weidenbaum en commission parlementaire, et il décide de lui poser la question. Il dit mais vous, à combien vous évaluez le coût de la vie exactement?
Alors il y a tout un dialogue qui est reproduit par Chamaillou, que je ne vais pas vous refaire en détail, mais au fil de l'interrogatoire, il se démasque au détour d'une phrase où il va dire « C'est le défi que je poserai à un organisme de réglementation ». Et donc, commentaire de Chamaillou, Weidenbaum venait de se trahir en livrant le mot-clé qui résume sa tactique. Lancer au régulateur des défis impossibles à relever. Weidenbaum sait très bien qu'on ne peut pas répondre, et sa tactique exploite de façon générale cette asymétrie pour paralyser l'adversaire, ce qui lui arrive à son tour quand la question lui est finalement retournée. Puisqu'il ne sait pas donner de réponse. Il dit je poserai la question à l'organisme. En fait, il ne le sait pas lui-même. Voilà pour le coût-bénéfice. Il me reste combien de temps? Ça fait 49 minutes. Bon. Alors, le chapitre 20, il est très long, très dense. Je vais vous le faire à pas de géant. Je le fais à la hache. Voilà, alors je suis vraiment désolé pour ça parce qu'il est très intéressant. Lisez bien si vous voulez lire ce bouquin, lisez le chapitre 20, il est très intéressant. Il s'intitule Critique de l'écologie politique. Et alors il part en fait d'un autre problème qui va nécessiter une contre-offensive. Il y a un économiste qui s'appelle William Capp, qui est hétérodoxe, qui en 1950 publie un bouquin qui s'appelle « Les coûts sociaux d'entreprises privées ». Et alors, il oppose en fait les coûts privés et les coûts sociaux. Les coûts privés sont les coûts qui sont reconnus comme tels par l'entreprise, parce qu'elle paye et parce qu'elle le compte dans sa comptabilité générale. Les coûts sociaux, ce sont les dépenses qui ne sont pas prises en charge par l'entreprise, mais qui sont transférées à d'autres dans le pourtour de l'entreprise. Donc typiquement, un cas de pollution. Un industriel rejette dans la rivière ses produits chimiques au lieu de les prendre en charge dans le retraitement. Bon. Les coûts sont suivis par d'autres. Les poissons, les oiseaux, les plaisanciers, les riverains, tout ce que vous voulez. Il me semble que Sandrine Rousseau a déjà cité Capp en interview. Voilà, donc les coûts sociaux de la production privée, ils ne sont pas payés, ni par les industriels, ni par les actionnaires. Ils sont reportés sur d'autres, c'est-à-dire que d'autres doivent les assumer à leur place. Ils ne sont pas comptabilisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le résultat comptable. C'est-à-dire l'entreprise, à la fin de l'année, elle ne dit pas, bon ben voilà, on a fait autant de bénéfices, mais par contre, on a détruit autant d'écosystèmes. Ça n'existe pas dans la paperasse elle-même. Et ils sont non comptabilisés, même d'un point de vue épistémologique, puisque ni scientifiquement, ni psychologiquement, les gens qui s'intéressent à l'économie nous disent « Ah mais après tout, peut-être que la vraie valeur des choses, elle est atténuée par la destruction qu'elle nécessite ». Alors bon, il se trouve qu'il y a toute une tradition de l'histoire de l'économie qui dit que le capitalisme moderne, il est un peu corrélatif des techniques de comptabilité moderne. Et au fond, la notion de profit qui motive le capitalisme, elle est rendue visible avant tout par ce système de comptabilité où on fait la somme des acquis, la somme des dépenses, et à la fin, si on a un résultat bénéfique, bon ben voilà, on a un profit. Donc, ce que propose de faire Capp, par cette histoire de coûts sociaux, c'est de faire entrer dans la comptabilité ces coûts sociaux. Il s'agit donc de réformer, si vous voulez, de révolutionner même en un sens les logiques comptables des entreprises, en disant vous devez évaluer plus clairement le coût réel de ce que vous faites. Donc ça a des implications théoriques radicales, puisqu'il s'agit de montrer que la comptabilité des entreprises n'est pas capable d'enregistrer les effets destructeurs hors marché portés sur l'environnement social et naturel. Le prix, en général, non plus n'y parvient pas, c'est-à-dire qu'on ne vous vend pas les produits au prix qu'ils ont coûté, si on prend en compte les coûts sociaux. On vous vend le produit au prix qu'ils ont coûté à l'entreprise, lui permettant de faire une marge. Mais peut-être que si on prenait en compte tous les coûts, ce ne serait pas la même chose. Il se trouve que justement, Capp s'inspire d'un économiste français qui s'appelle Arthur Pigou, qui dans les années 1920 avait soulevé plusieurs cas où effectivement une même production représentait un gain pour l'agent privé, une perte pour la société, et la perte pour la société était plus grande que le gain obtenu pour l'opérateur privé. Et donc lui déjà à l'époque disait il faudrait un système de subvention, de taxes, il y a une nécessité d'intervention de l'État, et lui il réduisait ça au problème collectif de la beauté, de l'air et de la lumière. Pour lui c'était un problème de qualité de l'environnement urbain, à peu près. Alors que là,
Avec Capes, c'est beaucoup plus radical. Il s'agit de dire que la notion même de profit doit quelque part disparaître ou sérieusement changer. En gros, on va changer la notion de valeur capitaliste. Alors, Pigou, déjà, dans les années 20, se fait attaquer par un libéral qui s'appelle Frank Knight. Et Frank Knight est toujours vivant en 1950 quand Capes sort son bouquin. Donc, il va continuer d'attaquer Capes avec à peu près les mêmes arguments. Et ensuite, c'est un type qui s'appelle Ronald Coase qui va prendre le relais et qui va attaquer sur cette question-là. Et concrètement, leur idée, c'est d'établir une symétrisation du remède et du mal. Il s'agit de dire qu'il y a un coût de l'élimination des coûts. La destruction de l'environnement a des coûts, la préservation de l'environnement a aussi un coût, puisqu'il faut changer la production et tout ça. Et donc, il faut mettre en balance les coûts sociaux et environnementaux de la production privée avec les coûts de l'alternative, c'est-à-dire le coût de l'élimination des coûts. Alors, c'est des histoires de... Ah oui, mais si j'ai pollué, bon, je fais un préjudice à A. Mais en supprimant le préjudice, c'est à moi qu'on va faire un préjudice. Donc, il y a un petit côté... Donc, là aussi, il ne faut pas chercher la logique, il n'y en a pas, c'est idiot, et Chavaillou le montre, il dit... Mais, il s'en moque un petit peu, hein, du raisonnement, en disant bon bah voilà, c'est très simple, imaginons, quelqu'un me casse le bras. Il va me dire bon bah je t'ai blessé donc ça te coûte, parce que tu as des problèmes, tu peux pas travailler, tu peux pas t'occuper de ta famille de la même façon, etc. Donc ça t'a coûté, etc. Mais te soigner, si moi je paye la facture quand tu vas te soigner à l'hôpital, bah ça va me coûter aussi. Donc comme je t'ai coûté et que toi tu m'as coûté, bah ça s'annule. Donc éthiquement c'est pareil. Le préjudice et la réparation sont éthiquement égaux. Vous voyez à peu près le type de logique un peu tordue. On va tout ramener à une valeur totale et il faut voir à qui ça coûte le plus cher dans l'affaire. Sauf qu'évidemment, on va systématiquement dévaluer la partie de destruction. C'est-à-dire que, bon bah voilà, on a tué tous les poissons dans un lac, bah oui, mais les poissons ils ne sont pas valorisés sur un marché. Donc si à la limite vous les évaluez au prix de ce que coûterait un poisson au marché. Ben, voilà. C'est... Alors je fais des... Parce qu'après il y a des débats assez techniques entre Capes et ses adversaires, donc je fais un pas de géant. Et concrètement, Coase va finir par créer une espèce de théorème qui est terrible, qui est vraiment terrible. Bon voilà. Qui se base à peu près sur l'idée du... il ne sert à rien que la justice en fait tranche les questions écologiques parce que de toute façon un préjudice peut toujours être racheté après décision de justice. Il imagine un cas qui est déjà un peu débile et pas représentatif de la pollution, mais disons, imaginez un médecin et un confiseur qui bossent côte à côte, enfin qui bossent dans le même bâtiment. Le confiseur, pour faire son business, il a des machines qui font du bruit. Et puis le médecin, pour faire son business, il a besoin de calme pour discuter avec le patient et faire son auscultation. Donc, ils se posent problème mutuellement. Enfin, c'est surtout le confiseur qui pollue sur le plan sonore. Alors, il dit, mais d'accord, mais imaginons qu'on demande à un organisme de justice de trancher entre les deux. Ben, admettons que le confiseur doive arrêter ses machines. Ben, il va finir par négocier avec le médecin en disant ben, est-ce que je ne peux pas te payer une tranche horaire dans laquelle j'ai le droit de faire fonctionner mes machines et puis toi pendant ce temps-là tu arrêtes ton activité. Autrement dit, je vais compenser. Et il dit ben, et c'est l'inverse, si le médecin perd, il peut faire la même chose et dire ben, est-ce que je ne peux pas te payer la possibilité de. Etc. Alors en fait, déjà ça pose problème parce que ça veut dire que c'est le pollué qui paye pour la pollution. Déjà, on est dans un mode de renversement. Mais surtout, la thèse de Coase par ce théorème, c'est de dire que, au fond, il n'y a pas besoin de tenir le pollueur pour responsable. Il suffit de marchander des droits, à polluer. C'est la logique de Coase. Alors évidemment, Chavaillou fournit une critique de ce théorème, hein, parce qu'il dit, bon, en fait, ce qu'il démontre, c'est l'inverse de ce qu'il dit. C'est que ça démontre plutôt que c'est une prime aux plus riches. Alors que Coase dit que c'est une espèce d'égalisation des agents, etc. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est une prime aux plus riches, parce que la révision par marchandage d'une décision de justice défavorable n'est possible que pour celui qui gagne le plus.
Parce que si y en a un qui gagne plus, il va dire il faut que tu me compenses, mais il faut que tu me compenses à hauteur de ce que je gagne. Mais celui qui gagne moins, il ne peut pas compenser. Donc, assez naturellement, il y a une asymétrie du pouvoir de négociation. Ce qui, par ailleurs, est nié par cause. Du coup, comme il y a une asymétrie du pouvoir de négociation, la loi change bien quelque chose aux relations économiques, puisqu'elle donne un droit à ne pas subir la pollution. Alors que cause dit, non, ça ne changera rien, parce qu'après, ils vont se négocier des droits de pollution, etc. Par ailleurs, donc, ça veut dire que seule une décision de justice contraignante permet de renverser la disparité des revenus. Alors que cause dit le contraire. Mais cause va quand même proposer de marchandiser le droit, de privatiser la responsabilité civile. Et ils vont vraiment le faire, c'est-à-dire qu'à partir des années 60, les néolibéraux défendent des droits de propriété transférables. Il faut mettre en place des nouveaux marchés sur lesquels s'échanger des droits à polluer, avec des mécanismes alternatifs à l'intervention étatique, et qui seront aussi extraits du rapport de force sociale et politique. On ne pourra même pas discuter. Si vous regardez ce que les COP ont fait ces dernières années, c'est totalement cette logique. On va se payer des droits à polluer, sous la forme d'une taxe. Alors, je vais payer une taxe de pollution, mais donc du coup, après, je peux polluer. Et ça va vraiment se mettre en place aux États-Unis, avec un système de droits à polluer qui sont transférables. C'est-à-dire que j'achète un droit à polluer, je fais du coup mon activité polluante, et si quelqu'un vient se plaindre, je pourrais toujours lui dire, écoute, tu as le droit, si tu veux, de me racheter mon droit à polluer. Et donc ça veut dire que c'est le pollué qui paye le pollueur. Voilà. Voilà où on en est. Alors je vous fais pas... Ça veut dire qu'il y a un droit à polluer, en fait. Oui. De fait, du coup, il y a un... De fait, ça veut dire ça quand même, qu'il y a un droit à polluer. Voilà. Et alors ça se termine par... Point d'action. C'est très très dense, il se passe beaucoup de choses dans ce chapitre, mais ça se termine par le paradoxe de Lauderdale. Je vais vous en parler quand même rapidement parce qu'il est rigolo. Il est rigolo et terrifiant à la fois. Donc Lauderdale, c'était un lord écossais qui a rejoint le camp de la Révolution française au XVIIIe siècle. Et il a fourni ce théorème qui est assez étrange et pourtant très rigolo et glaçant à la fois. Il oppose en fait la richesse publique avec la valeur privée. Il dit que concrètement, la richesse publique, si vous voulez la transformer en valeur privée, vous êtes obligé en fait de la faire devenir rare. Donc elle cesse de devenir une richesse publique. On prend un exemple. Imaginons que nous vivons dans un endroit où tout le monde a accès à une petite source d'eau fraîche, en parfait état, etc. Du coup, vous ne pouvez pas faire un marché de l'eau. C'est pas possible. Parce que si vous proposez de vendre, de toute façon, qui va acheter? C'est pas la peine. Donc si vous voulez effectivement établir un marché de l'eau, vous avez besoin que l'eau devienne rare. Vous avez besoin qu'on perde l'accès à l'eau. Et là, seulement à ce moment-là, vous commencez à créer de la valeur d'échange. C'est-à-dire que c'est par l'appauvrissement public que vous créez effectivement de la valeur privée. C'est ce qui se passe avec l'hôpital et l'école actuellement. Voilà. Ce qui fait que ça amène Chamaillou à dire tout simplement le capitalisme vert n'est pas une imposture, c'est une catastrophe. Il ne le dit pas en mode, disons, alarmiste ou urgentiste, il s'agit de dire, non, factuellement, l'enjeu même du capitalisme vert, c'est la catastrophe, c'est-à-dire créer de la valeur. Donc en appauvrissant toutes les richesses. Ce qu'on constate d'ailleurs à l'échelle française, si vous réfléchissez 2 secondes au fait qu'on a commencé à mettre en marché l'éducation en 99, 20 ans plus tard, on est en pénurie de profs. On a commencé à mettre en concurrence les hôpitaux dans les années 2000, 20 ans plus tard, on manque de médecins, on manque d'infirmières, etc. On a un appauvrissement général, public, mais qui génère par ailleurs de la valeur privée. Autrement dit, le paradoxe de Lauderdale est toujours valable. Et d'ailleurs, même le vieux dit ça dans ses bouquins sur la voix du peuple. Il y réfléchit sous un autre angle parce qu'il pense en termes de réseau et d'approvisionnement, etc. Mais il parle des déserts alimentaires, ce genre de choses, des déserts médicaux. Et il se réapproprie en fait le paradoxe de Lauderdale, c'est-à-dire pour créer de la valeur privée, vous êtes obligé en fait de générer de la pénurie. C'est ce terme-là qu'il exprime. Et Lauderdale lui dira, c'est plutôt un appauvrissement public.
une atteinte à la richesse publique. Bon, c'est cette tendance-là. Bon, il me reste quoi? 2 minutes? J'ai dépassé déjà? J'ai dépassé déjà. J'ai dépassé de 4. Bon, bah c'est dommage, parce que le dernier chapitre, alors je vous le dis simplement, le dernier chapitre, c'est le seul qui donne des images. Alors il y a 2 images. La première, c'est celle-là, elle date de 1936, c'est une publicité pour les premières canettes de bière jetables, qui avait un système de consigne, comme partout, hein, mais aux États-Unis notamment, il y avait ce système de consigne dans les années 30. Mais années 30, c'est la fin de la prohibition, donc les alcooliers recommencent à engager le champ, donc ils font de la publicité pour un nouveau type de contenant qui a cet intérêt d'être jetable. Et vous voyez bien que sur l'image, en fait, on montre exactement le principe du produit en 2 gestes. Le premier geste, c'est de boire, et le deuxième geste, c'est de jeter dans le lac. Et littéralement, hein, ce qui est marqué, c'est drink from the can, donc buvez depuis la canette, no empties to return. Donc il n'y a pas de contenant vide à ramener. Concrètement, vous pouvez le jeter. Et en 1971, il y a une publicité, une propagande qui est lancée par une association qui s'appelle Keep America Beautiful, qui est dirigée par un monsieur qui est par ailleurs le président de l'American Can Company, qui est donc la compagnie qui a fait l'autre campagne de pub que je viens de vous montrer. Et qui donc fait cette magnifique publicité où on voit une voiture qui passe et qui jette donc de la vaisselle jetable de je ne sais quel commerce sur la route, et qui s'en va comme ça, et la caméra vous ramène sur un Indien qui voit tomber le sac et qui regarde la caméra, donc qui brise le 4e mur, qui vous juge en silence, en pleurant, évidemment. Voilà. Et donc il y a cette idée que, vous comprenez, on a créé de la vaisselle jetable, et puis du coup les gens commencent à dire on va obliger à revenir à la consigne, c'est-à-dire qu'on va interdire le jetable. En réaction de quoi, les industriels qui créent du jetable créent une association pour inciter les gens à se responsabiliser sur le jetable. Arrêtez de jeter n'importe où nos trucs jetables. Hein, jetez-les dans les endroits appropriés où ça va s'accumuler et créer des problèmes qu'on n'aurait pas avec la consigne, évidemment, mais voilà. Et évidemment, je vous la fais très très vite, hein, mais qu'est-ce que c'est censé montrer? C'est censé montrer la responsabilisation individuelle, c'est-à-dire cette volonté, dans le néolibéralisme éthique, de dépolitiser l'action. C'est vraiment ça. C'est pas juste dépolitisant, c'est dépolitisant du point de vue actif. C'est-à-dire qu'on vous incite à réaliser des actions qui ne changent rien du tout en cause. Quand vous faites des campagnes du style zéro déchet ou que sais-je dans votre ville, comme on en a à Wascal, concrètement, c'est bien, vous allez nettoyer votre ville, mais est-ce que vous nettoyez ou est-ce que ça part là où partent tous nos déchets, c'est-à-dire... en tout cas, ça va pas disparaître magiquement. On va le stocker quelque part et ça va générer des problèmes environnementaux, tout simplement. Donc vous allez nettoyer votre ville, c'est magnifique, vous avez fait un beau devoir citoyen, on va vous donner des médailles, vous dire c'est bien, vous avez bien nettoyé, etc. Sauf que vous n'avez rien fait de la cause et vous n'avez certainement pas pointé du doigt les responsables. C'est-à-dire les gens qui produisent du jetable alors qu'on n'est pas obligé de le faire, les gens qui ne régulent pas sur le jetable alors qu'ils devraient le faire. Mais c'est la mise en impuissance de la société. En fait. C'est ça. Mais je trouve que c'est bien comme conclusion en fait, d'arriver sur la manière dont on rend les gens totalement impuissants en fait, dans tout. Oui, alors, et en fait, pour Chamaillou, ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que vraiment pour lui, l'idée, c'est que il faut à la fois détourner l'attention sur les processus de production, il faut maintenir dans un affairement apolitique. Donc c'est vraiment l'idée est forte, c'est que non seulement on perd la politisation, mais on reste actif, c'est-à-dire qu'on s'épuise. On s'épuise à faire ce genre de truc. Et du coup, on n'a plus l'énergie d'aller interroger les modes de pratique et d'aller les critiquer, etc. Et le pire, c'est que ça joue sur un sentiment positif. C'est-à-dire que vous le faites en vous disant « j'ai bien fait mon travail ». En sortant ça, vraiment, je suis grandi, quoi. Ça y est, le monde va mieux. Alors qu'en fait, pas du tout. Et pour Chamaillou, ça crée une espèce de
de cassure interne chez tous les sujets de notre temps. Parce qu'on est tous constamment en train de travailler pour un système économique qui produit ce genre de problème. Et ensuite, on se culpabilise de ne pas lutter suffisamment pour faire disparaître les symptômes de ce système auquel, par ailleurs, on participe. Et alors, Chamaillou, sur ce point, dit « Irresponsabilisation économique et responsabilisation éthique, dissolution concrète des mœurs et appel à la moralisation, les deux vont de pair, tout en formant une unité contradictoire. En dénoncer la duplicité ne suffit pas. La question cruciale dans chaque situation serait plutôt de savoir comment attiser la contradiction, reconvertir le dilemme moral en conflictualité politique. » Voilà. Et là, effectivement, je pense qu'on a une conclusion, pas définitive, mais... C'est ce que tu as fait.